toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui traite de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique des clés pratiques pour une vie d'abondance et de partage. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro d'Impact Finance. Découvrons tout de suite notre thème du jour. Et oui, vous l'avez donc découvert, notre thème du jour, comment acquérir mon premier crédit immobilier. Et pour ce faire, nous recevons sur le plateau d'Impact Finance, Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien. Et nous recevons également Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Eh bien, alors je vais vous laisser vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Alors on commence par qui? Honneur aux dames, je laisse mon épouse se présenter. Bonjour, je m'appelle Angélique, mon prénom est Angélique, je suis enseignante, que puis-je dire encore, je suis à Impact Centre Chrétien, je m'occupe des enfants, je suis à Impact Junior, dernièrement je suis rentrée au PCNC aussi, donc on s'occupe des enseignements qu'on dispense à tous nos fidèles. Et voilà, je suis également l'épouse de Olivier Mbouy. Exactement. Et maman de combien d'enfants? De plusieurs enfants. Maman de plusieurs enfants, exactement. Donc tu es l'épouse Olivier. Olivier, tu peux te présenter voilà, aussi. moi je me présente, donc moi je suis Olivier. Donc dans le monde séculier, donc je travaille dans le monde de la finance, ça fait 17 ans. Donc je travaille donc dans le secteur bancaire. Donc à côté de ça, donc j'ai pas mal d'activités. Donc je donne des formations donc dans tout ce qui est planification budgétaire, des formations pour tout ce qui est business plan. Et à côté de ça, donc je suis également responsable de la librairie de ICC Bruxelles. Très bien, mais donc vous avez beaucoup de responsabilités. Alors aujourd'hui, vous êtes venu sur ce plateau. Alors à la fois, on va recevoir les conseils d'un banquier pour acquérir un premier crédit immobilier, et on a également la présence de ta chère et tendre épouse pour parler de votre témoignage lors de votre première acquisition immobilière. C'est un peu ça. Tout à fait. Voilà, on va en discuter durant cette émission. Alors la première question qu'on peut se poser, Olivier, en tant que banquier, pourquoi est-ce que finalement c'est avantageux d'avoir un bien immobilier? Bon, il y a plusieurs raisons. Donc c'est vrai qu'il y a certains éléments qui pourraient peut-être entraver ce rêve. Donc ici on a un immobilier qui est assez cher. Donc les banques deviennent donc assez compliqué, on va dire, au niveau donc de l'acceptation des crédits. Donc c'est que les critères d'acceptation sont devenus donc un peu plus stricts, donc on va dire par rapport à certaines années. Donc on va en parler peut-être par après. Il y a également le fait qu'il y a la crise financière, donc les gens sont inquiets, et donc beaucoup ont peur de se lancer donc dans l'acquisition immobilière, mais à côté de ça, donc, on a des loyers qui sont très élevés. On a des taux, donc, au niveau des crédits hypothécaires qui sont assez bas. Et puis, surtout, donc, le prix des maisons croît un peu plus lentement qu'auparavant. Donc, quelque part, maintenant, c'est le moment, donc, de se lancer dans l'achat. Et puis, le Belge aussi, on est en Belgique, donc, est fort inquiet, donc, par rapport à sa pension. Donc, ici, donc, quelque part, l'achat immobilier, donc, c'est une forme, de pension, donc quelque part, donc pour toutes ces raisons, donc c'est intéressant donc de pouvoir accéder à la propriété. En coulisses, c'est vrai que aujourd'hui en Belgique, 3 Belges sur 4 sont donc propriétaires, 55% en France et aux Pays-Bas. On a aussi comme autre chiffre que tu donnais, donc 9 jeunes sur 10 rêvent d'avoir, c'est vrai, leur propre maison. Et après, on a la plupart donc achètent des maisons ou des appartements existants, et on a 10% qui finalement construisent aussi leur maison. Alors dans tout cela, on a relevé finalement le rêve d'avoir quand même son propre bien immobilier, sa propre maison. C'était aussi votre rêve, j'imagine, hein? Exactement. Ouais, c'était notre rêve également, effectivement. En plus, on a une grande famille. On n'a pas les nombres d'enfants, mais on a beaucoup d'enfants. Donc c'est vrai qu'on avait besoin donc d'un grand espace. Et donc voilà, c'est vrai qu'on s'est mis à chercher, qu'on avait besoin d'une grande maison. Et donc voilà, peut-être
Oui. Je vais te laisser expliquer un peu. Oui, exactement. Donc, bon, nous avons 6 enfants. Et donc, ça devenait un impératif de pouvoir... Nous habitions à Bruxelles, nous étions en appartement. Et voilà, on avait besoin de plus d'espace. Une maison, en l'occurrence, avec jardin également pour les enfants. Et ça s'imposait à nous d'acheter un bien. Nos enfants avaient mis certains critères. Ah oui, oui. Donc, voilà. On pourra d'ailleurs revenir en détail sur les critères, vos critères et les critères aussi de vos enfants. Alors c'est vrai que quelque part acheter ou posséder un bien immobilier, c'est quelque part aussi laisser un héritage à ses enfants. D'ailleurs la Bible dit dans Nombre 33-53, vous prendrez possession du pays et vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Donc on voit quand même que l'acquisition immobilière, c'est aussi la volonté de Dieu, qu'on puisse posséder, avoir des biens, que ça puisse être source aussi de rendement, source d'héritage aussi pour les enfants. Alors concrètement, puisque le thème c'est comment acquérir mon premier crédit immobilier, donc quelles sont finalement les étapes vers l'acquisition immobilière? Est-ce que par exemple je choisis d'abord ma maison et après je vais voir mon banquier ou alors c'est un autre processus? Olivier. Justement, donc au niveau de l'acquisition immobilière, il y a des étapes à respecter. Donc c'est vrai que moi souvent je vois des gens ils prennent donc ImoWeb, ils vont choisir une maison à 500 000 euros et puis ils me disent tiens, est-ce qu'on pourra me financer ça? Ouais. Donc c'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre. Donc la première chose au niveau de l'acquisition, c'est de pouvoir connaître ce qu'on appelle dans le jargon bancaire votre capacité d'emprunt. C'est-à-dire que donc en fonction de vos revenus, en fonction de la valeur de la maison, donc la banque va vous octroyer un certain montant que vous pourrez rembourser par mois. Donc la première chose à faire c'est d'aller à la banque, de pouvoir voir avec la banque quelle est votre capacité d'emprunt. Mais une chose qui est toujours bien, donc c'est ce que moi et mon épouse avaient fait avant de faire notre achat immobilier, c'est de pouvoir vous mettre une limite au niveau des mensualités. Donc nous en fait on avait déterminé un montant au-dessus duquel on ne voulait pas monter pour que si jamais il y avait un pépin de la vie qui devait survenir, on puisse quand même pouvoir rembourser le crédit et pouvoir vivre tout à fait normalement. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que, pour moi, il faut faire au préalable, avant d'aller faire de calculer la capacité d'emprunt. Comment se calcule cette capacité d'emprunt? Il y a une règle très simple. Donc ici, au niveau de la banque, quand elle va calculer votre capacité d'emprunt, elle va tenir compte de plusieurs choses. Donc il y a bien sûr votre salaire, le montant que vous avez. Il y a la valeur de la maison. Parce qu'il faut savoir que la banque ne va pas vous prêter au-delà de la valeur de la maison. Et maintenant, la banque ne prête que 90%. Donc il y a 10% qui sont à notre charge. Donc il y a 10% qui sont à la charge de l'acquéreur. Et puis à côté de ça, il y a tout ce qui est frais de notaire et autres qui sont également à charge de l'acquéreur. Et puis on va un peu regarder aussi l'auteur de votre épargne. Donc ça, c'est les critères sur lesquels on va se baser. Donc au niveau de vos revenus, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc on va regarder les revenus que vous avez par mois. Oui. On va regarder l'ensemble des charges de crédit que vous avez. Oui. Donc tous les crédits que vous avez, le crédit pour la voiture, le crédit pour certains prennent des crédits pour les vacances. Oui. Plus la charge de crédit. Et on va regarder que ça ne dépasse pas le tiers de vos revenus. Le tiers, hein. Mais voilà, ça c'est une ligne directrice parce que c'est clair que quelqu'un qui gagne 4 000 euros, quelqu'un qui gagne 2 000 euros, donc le tiers de revenus, c'est pas la même chose. Oui. Donc celui qui gagne 4 000, il lui reste peut-être quand même un peu plus pour pouvoir vivre. Donc il y a ça. Donc ici, ce qu'on va également regarder, c'est le revenu disponible, ce qui vous reste pour vivre, pour acheter à manger, pour acheter vos vêtements. Et pour une personne, pour un couple, on parle de 1250 à 1600 euros. Oui. Donc c'est ça qui doit rester. Et pour une personne isolée, on parle de 1000 euros. 1000 euros qui doit rester une fois que les charges, on va dire, prioritaires ont été réglées. Il doit rester à peu près 1000 euros. Ça, c'est le minimum qui doit rester. Le minimum. Donc, s'il reste 990, c'est pas bon. D'accord. Okay. Et pour le couple marié, s'il reste 1949, c'est pas bon. Donc, c'est vraiment entre
le minimum, c'est entre 1250 et 1600. Donc, tout dépend aussi donc, de votre structure familiale. Donc, s'il y a des enfants et autres, donc, on en tient compte également. Donc, s'il y a des enfants, bien sûr, il faut pouvoir garder plus. Et quand c'est comme ça, donc, imaginons que, voilà, il manque une petite somme, hein, pour avoir quand même, on va dire, cette capacité, on va dire, minimale qui reste sur le compte. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réduit à ce moment-là autre chose ou on attend? Comment ça se passe? Quels conseils est-ce qu'on peut donner? Par exemple, vous, dans votre cas, lorsque vous souhaitiez justement acquérir un bien immobilier, est-ce que vous vous êtes dit, on va réduire, comme c'est l'année de l'achat, par exemple, on part pas en vacances cette année-là ou Oui, c'est ce qu'on avait fait cette année-là. On était parti l'année précédente, on avait voyagé, on avait été à l'étranger. Bon, cette fois-ci, on s'était quand même dit qu'on allait un peu se préparer pour cet achat. Et donc, on limite un peu les vacances et on calcule un peu beaucoup plus. Parce qu'on sait qu'on a un gros projet, en l'occurrence l'achat immobilier, et ça se prépare. C'est ça. Donc cette année, on est parti un peu moins loin. Oui. Et donc voilà. Donc effectivement, donc c'est vrai qu'on a réduit donc certaines dépenses. Donc au niveau de l'épargne, donc on essaie de mettre quand même un peu plus de côté qu'habituellement. Est-ce que la banque regarde aussi donc le compte épargne pour voir s'il est approvisionné, ou est-ce que quelqu'un qui n'a pas beaucoup épargné peut quand même, on veut dire, la banque peut quand même accorder ce premier crédit immobilier? On regarde l'épargne. Donc ici, donc l'épargne est importante. Pourquoi? Parce que donc quand vous faites l'achat immobilier, donc comme on l'expliquait tout à l'heure, donc il y a 10% qui sont à votre charge, mais il y a également les frais de notaire. Donc c'est-à-dire que quand vous allez acheter donc votre bien immobilier, donc il y a les frais d'acte hypothécaire. Donc ça c'est bon, je pourrais expliquer peut-être un peu plus tard le calcul. Il y a donc les frais donc de notaire et puis il y a les droits d'enregistrement. Tout ça est à votre charge. Donc ici donc la banque veut s'assurer que vous êtes en mesure de pouvoir payer tous ces frais. Donc il y a ça et puis bon, quelque part donc voir votre épargne, donc ça permet de voir à la banque si entre guillemets vous êtes en mesure de pouvoir respecter votre engagement en termes de crédit. Donc si on voit que régulièrement vous arrivez à mettre de côté, on dit bon voilà, donc c'est quelqu'un de fiable qui pourra rembourser donc le crédit de manière ponctuelle et voilà, à qui on peut faire confiance. D'accord. Et en général, la banque va regarder les comptes, par exemple, au cours de l'année écoulée ou les 6 derniers mois, ou ça se passe comment? Bon, il y a pas de règle. Bon, disons qu'au niveau des banques, je ne veux pas donner les secrets, mais donc la banque... Tu peux tout nous dévoiler, Olivier. Donc voilà, donc au niveau de la banque, c'est vrai que voilà, j'ai la possibilité de voir donc sur 12 mois comment a fonctionné le compte. Ouais, donc voir au niveau des charges, des revenus et autres. Donc voilà, donc ici, si une personne vient et que bon, son compte est régulièrement dans le rouge, il y a des dépassements et autres, bon, quelque part, bon, même si la capacité, voilà, ça effraie un peu le banquier. En général, donc on sera moins enclin à pouvoir accorder un crédit à une telle personne. D'accord, même si elle a la capacité d'emprunt. Même si elle a la capacité d'emprunt, c'est vrai que ça, c'est des warnings, donc qui font que parfois donc ça peut caler au niveau donc du crédit parce que l'historique justement n'est pas bon, parce qu'il y a eu des antécédents et autres. D'accord. Alors tout à l'heure vous aviez parlé que vous ne souhaitiez pas aller en tant que couple on va dire au maximum de votre capacité d'emprunt. C'est-à-dire que voilà, si par exemple une personne a une capacité d'emprunt, je sais pas, les 400 000 euros, 350 000, 400 000, de se dire je suis pas obligé forcément de dépenser toute cette somme. C'est un peu ça. Hein. Exactement. On s'était dit qu'on avait mis une limite dans nos mensualités et on ne voulait pas la dépasser. En l'occurrence, nous, on achetait une maison, on achetait ce bien-là avec 6 enfants, donc il y a quand même des obligations et on peut pas se dire pendant plusieurs années, les enfants, on va pas en vacances, on ne fait aucune activité parce que on a mis la barre trop haute par rapport à la mensualité. Donc c'était ça, on voulait toujours se laisser une petite bouffée d'oxygène pour pouvoir, si jamais la chaudière nous lâche à un moment, il faut pouvoir, si on n'a pas l'épargne, il faut pouvoir encore avoir une petite limite pour augmenter peut-être le crédit ou s'il y a des travaux urgents ou d'autres choses. Donc c'est ce conseil-là que je voudrais donner aux familles, c'est vraiment n'allez pas au maximum de votre capacité parce qu'il peut y avoir des imprévus dans la vie et il faut y faire face. Et si vous êtes déjà à votre maximum, c'est un peu plus compliqué. Oui, il y a ça et puis il y a le fait aussi que quand vous achetez une maison, donc il y a d'autres frais qui viennent, donc vous avez chaque année le cadastre, ce genre de choses-là, donc quelque part si vous êtes au maximum de votre capacité, donc ces frais risquent de devenir lourds.
Donc c'était ça aussi qu'on a calculé. On a vu qu'il y avait des nouveaux frais. Et puis donc là, on passait, donc on était en appartement, on chauffait au gaz, on passait au mazout. Donc c'était un peu nouveau pour nous. Donc voilà, donc tout ça faisait qu'on s'était dit ouais, on va être un peu raisonnable comme ça, on pourra faire face aux différentes charges qu'on aura en fait. Et en tant que banquier, Olivier, lorsqu'une personne ou un couple vient te voir et demande est-ce que vous pouvez pas s'il vous plaît un petit peu augmenter justement cette capacité d'emprunt, allez encore un petit peu s'il vous plaît, est-ce que vous conseillez plutôt à ce moment-là, est-ce qu'on lui conseille plutôt, on conseille plutôt à ces personnes justement ce que Angélique disait, hein, il peut y avoir des imprévus, ou finalement on se dit bon, on laisse. Donc moi, j'essaie de faire entre guillemets du crédit responsable. Lorsque moi je conseille justement à un couple, je leur explique justement que bon, quand vous achetez une maison, donc il y a des nouveaux frais, donc je reparle du cadastre et autres. Il y a des imprévus, donc une maison, oui, bon, vous pouvez acheter une maison neuve, mais il y a toujours des petites choses qui peuvent arriver. Et je leur explique que justement, si ils sont au maximum de leur capacité, ils risquent de ne pas pouvoir faire face à ça. Et donc voilà, et quelque part, bon, la maison peut se détériorer parce qu'ils ne peuvent pas faire les travaux nécessaires. Donc ici, en général, je conseille. En général, les gens écoutent. C'est déjà arrivé que certaines personnes soient têtues et veuillent absolument faire le thé, mais bon, voilà, c'est le risque péribattant. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, tu parlais également de maisons avec ou sans travaux. Lorsque, par exemple, la maison que vous avez achetée, est-ce que vous avez dû faire des travaux? Du coup, il faut demander à la banque, on prend, c'est compris dans la demande de crédit? Donc ici, donc, au niveau de la capacité d'emprunt, donc effectivement, donc il y a la partie donc pour la maison, mais il y a également donc la partie pour les travaux. Donc ici, donc au niveau de la maison, donc la banque finance jusqu'à 90%. Au niveau des travaux, donc même chose aussi. Donc vous pouvez donc acheter une maison avec des travaux pour 30 000 €. Donc c'est sur base d'un devis que vous donnez, et la banque financera donc 27 000 € de travaux. Et nous effectivement, donc nous on a dû faire des travaux, donc on a demandé donc un financement pour la maison et pour les travaux. Ok. Oui, ça c'est un autre chapitre, les travaux. C'est une émission entière, vraiment. Les travaux, là, oui. Bon, une petite parenthèse, allez, sur les travaux. Bon, on commence déjà par l'entrepreneur. Il faut trouver le bon entrepreneur qui, quand on est un peu novice dedans, on a pu comparer certains devis. On a pu voir que ça ne correspondait pas. On demande conseil. Et on a remarqué en comparant certains devis qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes, et ce qui fait qu'on a éliminé certains entrepreneurs aussi. Et puis aussi, là on se lance, et puis il y a les surprises aussi, parce que l'entrepreneur quelquefois ne respecte pas toujours les délais. Ça c'est un classique, mais également on peut tomber sur des personnes qui ne sont pas toujours honnêtes aussi. Et là, heureusement, ça va. Au final, l'un dans l'autre, les travaux ont pu s'effectuer. Voilà. Ici, un conseil que moi je donnerais, c'est vraiment de se faire accompagner par un professionnel. Exactement. Parce que c'est vrai que nous, dans certains devis, il y a des choses qu'on comprenait pas. Donc il y avait apparemment des choses qui étaient illogiques, mais nous, comme on n'était pas du métier, on l'a pas vu. Effectivement, quand on a fait voir donc ce devis donc par des professionnels, donc on nous a tiqué, on m'a dit ça c'est pas logique et autres. Et bon voilà, et c'est là qu'on a pu éliminer certaines personnes parce qu'on a vu justement qu'elles étaient pas sérieuses. D'accord. Donc on peut avoir, c'est vrai, toutes sortes d'imprévus au cours de cette de ce chemin vers l'acquisition immobilière. Alors on parle justement des étapes. Alors là nous sommes arrivés au point où donc on a une capacité d'emprunt qui est suffisante, on a trouvé son bien. Quels sont finalement les frais qu'il y a autour de cet achat d'une maison ou d'un appartement? Donc ici, donc avant juste de parler des frais, je veux juste te dire donc quand on a fait la banque nous a donné notre capacité et autres, donc vous allez chercher donc le bien de vos rêves, vous allez le trouver. Donc lorsque vous allez faire ça, donc vous allez signer une offre. Alors l'offre, attention que cette offre souvent vous engage. Donc moi j'ai déjà vu le cas où des frères et sœurs s'engageaient un peu dans l'euphorie, signer une offre qui les engageait, et finalement donc comme ils étaient engagés, donc ils pouvaient pas se rétracter. Et donc ici donc dans l'offre souvent donc ce qu'on dit que s'ils se rétractent donc au niveau de l'achat, ils doivent payer une certaine pénalité. Et la pénalité donc c'est 10% de la valeur du bien. Ah donc ici donc c'est vraiment 10%. Oui. Donc ici c'est vraiment important de faire attention à ça. Et puis donc lorsque vous signez un compromis, c'est la même chose. Donc on dit compromis égale vente.
Donc quand vous signez le compromis, vous êtes engagé. Donc c'est d'accord. Donc ne pas finalement se précipiter. On peut se dire bon, c'est un compromis, je sais pas. Alors qu'en réalité, c'est vrai que souvent vous êtes avec des agents immobiliers qui vous poussent un peu, qui vous disent bon, si vous donnez autant, donc c'est bon, la maison sera à vous. Et souvent dans l'euphorie, certains signent. Et parfois ils se retrouvent donc face à des surprises. Et face à des surprises. Et puis donc le compromis, faut toujours mettre ce qu'on appelle des clauses suspensives. C'est-à-dire que si donc il y a certaines choses, donc vous pouvez donc vous dégager sans frais, parce que certains signent donc des compromis sans clause suspensive. Et parfois ils découvrent des choses donc bon, au niveau urbanistique, les choses ne sont pas en ordre, ou il y a d'autres choses qui sont pas en ordre. Et souvent donc voilà, donc ils sont un peu coincés. Donc avant donc d'aller à la banque, donc le compromis, donc vous signez le compromis, mais voilà, faites attention quand vous signez le compromis, et surtout qu'il y ait des clauses suspensives donc par rapport à ça. D'accord. Donc voilà, donc maintenant on a signé le compromis, on poursuit sur ce chemin vers l'acquisition immobilière. On a mis donc les clauses suspensives. On peut aller à la banque. Donc ici, il faut savoir qu'au niveau des banques, en général, ils ne vont pas introduire de dossier tant qu'il n'y a pas de compromis. Il faut vraiment qu'il y ait un accord entre l'acquéreur et l'acheteur avant que la banque introduise le dossier. D'accord. Ok. Alors ici donc au niveau donc des différents frais auxquels il faudra donc faire face, frais qui sont à la charge de l'acquéreur. Hein. Oui, donc c'est les frais en général que donc vous allez payer donc chez le notaire. Donc il y a les droits d'enregistrement. Donc ces droits d'enregistrement donc varient de région en région. Donc sur la Flandre, donc on parle de 10%. Sur la Wallonie, on a à du 12,50. Et sur Bruxelles, donc c'est 12,50, mais il y a ce qu'on appelle un abattement. C'est-à-dire, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire que jusque 175 000 €, donc il n'y a pas de droit d'enregistrement. Donc, vous payez donc les droits d'enregistrement donc sur tout ce qui est au-dessus de 175 000. D'accord. Et là maintenant, apparemment, donc j'ai lu récemment qu'il y avait une loi qui faisait qu'on allait augmenter ce montant et passer à 200 000. Donc voilà. Donc ici, donc au niveau donc des droits d'enregistrement, Bruxelles reste plus intéressant. Donc par rapport à cet aspect-là. À côté de ça, donc il y a donc les frais de notaire. Donc ici, c'est pas la peine d'aller comparer les notaires parce que c'est des barèmes et c'est les mêmes frais donc chez tous les notaires. Et puis donc il y a les frais d'acte hypothécaire qui va dépendre de la valeur du bien que vous avez acheté. Donc il y a donc tout ça donc à payer. Oui. Donc en général, on dit que ça représente plus ou moins 15% donc du prix d'achat. Du prix, 15% du prix d'achat. Hein. Alors ces frais-là en question, donc c'est des frais que la banque ne va pas vous prêter. Donc c'est des montants que vous devez donc épargner donc avant votre achat. Alors ici on n'a pas cette épargne. Voilà, si on sent que c'est la saison là, il faut acheter. Hein, d'ailleurs c'est un peu votre témoignage aussi. Hein, vous le disiez, vous pouvez aussi un peu le partager. Vous sentez que c'était le moment d'acheter pour vous. Oui, là c'était, comme on l'a dit, c'était un impératif. Il fallait qu'on achète. Et bon, gloire à Dieu, mon mari était du domaine. Et voilà, ce qu'il y a, c'est que les circonstances de la vie ont fait qu'on n'avait pas vraiment une grosse épargne. Et donc, c'était un peu plus compliqué. Moi, j'envisageais ça d'une autre manière. Mais gloire à Dieu, on avait la foi. Pas que la foi, également. C'est que aussi, on a respecté des lois qu'on nous a enseignées depuis pas mal d'années aussi ici. C'est les lois de la semence. Et vraiment, on a eu à cœur à chaque fois qu'il y avait un appel, chaque fois qu'on le ressentait, de ne pas regarder à ce qu'on avait, mais ce qu'on ressentait. Et il y a un témoignage. Le témoignage. Quand on est arrivé donc à SCC, donc c'est la première fois qu'on nous parlait en fait d'offrande sacrificielle. Donc c'est quelque chose qui a fait tilt donc aux oreilles de mon épouse. Et donc elle venait de commencer un nouveau travail. Elle m'a dit qu'elle avait senti que le Seigneur lui disait qu'il fallait qu'elle donne tout son salaire. J'imagine le banquier qui s'est dit oulala, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai dit tout ton salaire. Elle dit t'es sûr que c'est pas la moitié de ton salaire ou je dis non c'est vraiment tout mon salaire. Bon, je dis bon ok on va rien dire. En plus on venait d'avoir le message. Je dis bon ok on va rien dire, on va voir venir. Donc le jour où elle devait donc aller chercher la somme. Bon, elle me dit ah oui bon j'étais limitée, on peut retirer que 620. Je me suis dit ouf. Elle me dit mais l'autre partie, c'est pas grave, j'ai pu la virer. ok. Donc et finalement donc cette année-là où voilà je me dis bon tant pis cette année-là ça va être plus dur. On a été vraiment
surpris, quoi. Donc, des primes imprévues. Moi, j'ai eu des primes que je n'attendais pas, qui arrivent comme ça. Mon épouse a reçu de l'argent d'Afrique qu'elle n'attendait pas non plus. Et l'argent qu'elle a reçu, elle a encore de... Mais bon, oui, là, coup, quand elle m'a dit, je donnais, je fais, c'est bon, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est pour faire le lien aussi que on a fait ces offrandes, mais c'est vraiment avec conviction. Là, on vous engage pas parce que voilà, c'est chaque situation et c'est personnel et différente. Il faut vraiment le faire avec cette conviction-là. Et on a pu récolter également en temps voulu au moment de la signature. On nous avait demandé, normalement, on doit mettre un acompte. Et Dieu a permis que voilà le propriétaire accepte que cela se fasse sans acompte. Également, il a touché le cœur aussi d'une personne, d'un membre de nos familles auquel on n'imaginait même pas, qui nous fasse un virement un vendredi soir instantané d'une grosse somme qu'on avait besoin pour le mardi. Pour le mardi. On parle vraiment en milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, quoi. Dizaines de milliers d'euros. Et voilà, ça s'est fait instantanément. Et vraiment, on rend grâce à Dieu. Et quand voilà, on le fait avec la conviction, mais voilà, mais on sait que vous êtes sage, épargnez et préparez-vous à votre achat. Je dis pas qu'on n'était pas sage, c'était les circonstances de la vie ont fait que on est arrivé à ce moment-là et que on avait une situation quand même un peu différente, quoi. Exactement. Mais c'est bien, c'est vrai de préciser. C'est vrai, il y a la foi. Hein, on croit que oui, on va pouvoir acquérir voilà un bien immobilier. Il y a aussi la sagesse. Exactement. Il y a aussi cette sagesse. Voilà, nous apprend aussi à épargner, à mettre de côté et pour aussi être à l'aise. Voilà, quand on veut finalement acheter ce bien immobilier, sachant aussi voilà que Dieu opère aussi des miracles. Hein, mais c'est vrai que tout part finalement d'une conviction profonde et aussi voilà on associe foi, sagesse, prière, le tout ensemble et puis et c'est un peu ça exactement. Alors concernant maintenant les achats, est-ce qu'on donc une personne par exemple qui est célibataire peut également qui est seule peut également acheter un bien? Oui, donc ici c'est vrai qu'en général les banques aiment bien qu'il y ait deux personnes. Parce qu'en termes donc de sûreté, donc il y a les deux salaires qui sont là, mais j'ai une personne qui est seule, c'est la capacité d'emprunt, donc il y a aucun souci, elle peut acheter. On lui demande un garant quand même Non, du tout. Du tout. Donc ici c'est le même principe, hein. Donc on va calculer donc la capacité d'emprunt, on va voir un peu toutes les charges crédit qu'elle a, on va voir son épargne et tout ça. Donc voilà, donc si elle répond à ces critères-là, donc elle pourra acquérir un bien. Donc ici, moi, ce que je vois souvent, donc je pense qu'on en parlait tout à l'heure en coulisses, souvent donc les jeunes gens donc achètent souvent un premier bien seul, donc un appartement seul. Et puis donc finalement au moment de se marier, cet appartement ils le mettent en location et puis ils achètent en couple une maison. Et ça c'est un cas de figure que je vois très souvent. Donc voilà. Donc ça permet déjà d'avoir un... Oui, tout à fait. Ça peut être pour une personne. Et puis, bon, comme tu l'expliquais tout à l'heure, donc voilà, donc l'immobilier, c'est quelque part un héritage qu'on laisse à nos enfants. Donc voilà, donc c'est un patrimoine un peu plus grand au niveau immobilier qu'on laisse à nos enfants quand on agit comme ça. Exactement. Alors, on voit aussi que certaines personnes voient tout de suite la grande maison de leur rêve, alors que peut-être, bon, financièrement, il y a peut-être, c'est vrai, cette capacité d'emprunt qui est là, mais peut-être que c'est pas le moment, en fait, d'acheter la grande maison. Et tu parlais, alors, on peut en parler de ce jeune qui justement avec le studio. Oui, donc je t'expliquais donc l'exemple donc dans tout début donc dans mes premiers crédits hypothécaires, donc j'ai un jeune qui venait, donc il venait de débuter dans la vie professionnelle. Son salaire était pas très élevé. Il avait trouvé un appartement qui lui plaisait, mais le souci c'est qu'au niveau de la capacité d'emprunt ça passait pas. Donc ici, donc avec tous les calculs que j'ai faits et autres, même avec l'argent que sa mamie lui avait donné, passait pas. ça passait pas. Donc je pense qu'il pouvait aller jusqu'au maximum 65 ou 70 000. Et puis quand je lui dis ça, il m'a dit comme ça en rigolant, tiens, mais bon, c'est le prix auquel mon propriétaire vend le studio dans lequel il habite. Mais j'ai dit, tiens, ça pourrait être une idée. Pourquoi est-ce que tu ne l'achèterais pas? Et finalement, donc bon, il a mûri l'idée, donc. Il a acheté donc ce studio, donc il remboursait une mensualité de, je pense, 300 € par mois. Quelques années plus tard, donc je pense 3 ans plus tard, son salaire avait augmenté. Ah oui. Donc ce studio, il a mis en location. Donc il a mis en location, je pense, c'était une histoire de 550. Et donc voilà, donc ça, il avait un revenu immobilier, un revenu un peu plus important, et ça lui a permis d'acheter donc
un appartement encore mieux que celui qui veut l'acheter. Donc effectivement, parfois, donc c'est pas le moment et parfois vaut mieux être sage et peut-être attendre et donc peut-être faire comme ce jeune homme, peut-être investir dans quelque chose de plus petit et puis donc on va attendre le bon moment pour acheter. Très bien. Et je voudrais aussi souligner un autre témoignage que mon mari me faisait aussi, c'est de ne pas regarder au montant de son salaire parce qu'on peut avoir un plus petit salaire et pouvoir épargner et avoir accès à la propriété. Donc, ne pas se dire que je vais attendre d'avoir un salaire de 3 500, 4 000 euros pour pouvoir... Non, fais avec ce que tu as et donne le peu que tu as, mets-le de côté. Et vraiment, j'espère que tu pourrais témoigner, partager ce témoignage afin de motiver même ceux qui n'ont pas encore des gros revenus, mais se dire avec ce que j'ai, je peux avancer et j'aurai la possibilité d'acquérir un bien rapidement, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Donc, c'est vrai que c'est pas nécessairement le salaire qui fait que tu as cette capacité d'épargner. Donc, je racontais le témoignage d'un jeune homme qui était il était orphelin de père et de mère. Il vivait avec son jeune frère. Il avait vraiment un salaire très limité. Oui. Donc il m'a un peu parlé d'immobilier. Il me dit oui, mais je sais pas si je peux. Mais quand j'ai vu ce qu'il avait réussi à épargner avec son salaire limité, j'étais impressionné. Parce que je voyais des gens qui avaient le double de son salaire, mais ils n'avaient même pas le tiers de son épargne. Wow. Et donc c'est ça que je disais, que c'est quelque part, c'est pas le montant de ton salaire qui fait que tu pourras épargner beaucoup. Donc c'est une certaine sagesse, une certaine discipline au niveau financier qui fait que tu peux épargner et voilà. Donc parce que certains ont des gros salaires, malheureusement ils n'ont pas cette discipline financière et ils n'arrivent pas à épargner des montants, quoi. Alors que ce petit jeune homme qui avait, je vais le dire, il avait je crois 1 600 euros par mois. En quelques mois, il avait plus de 50 000 euros. Or que j'avais alors que j'avais un ou 2 ans, alors que j'avais des gens qui avaient le double de son truc, mais qui n'arrivaient même pas à avoir 10 000. Donc voilà. Donc ici c'est la sagesse et la discipline au niveau des finances qui fait que donc on peut aussi se préparer correctement à l'achat immobilier. Exactement. Alors en tout cas, c'est une émission qui est tellement riche parce que peut-être les personnes qui nous suivent ne s'attendaient pas à recevoir. Mais ça fait partie des clés justement. Il y a la sagesse, il y a la discipline et c'est vrai que l'épargne est importante, la foi aussi. On vous l'aviez aussi rappelé. Et alors sur ce chemin vers l'acquisition immobilière, où en sommes-nous à ce moment-là? Donc là, on a le compromis. Donc on a calculé la capacité d'emprunt, la règle du CR. Ok. Donc la deuxième chose qu'on va regarder, c'est la valeur du bien. Donc j'expliquais tout à l'heure que la banque ne prête pas 100% en fait de la valeur du bien. Donc si vous trouvez une maison de 200 000, la banque va vous prêter 90%. Donc c'est-à-dire que la banque vous prêtera que 180 000. Donc ici, les 20 000 restants. C'est à nous de trouver, c'est vous soit via votre épargne, soit certains ont papy et mamie qui peuvent encore donner. Donc les 20 000 euros. Et puis à côté de ça, il y a les fameux frais de notaire dont je parlais. Donc ça aussi, la banque va regarder. Donc si vous avez l'argent pour pouvoir payer les 10% pour acheter le bien, et puis 2 la somme nécessaire à pouvoir payer tout ce qui est frais de notaire. Et donc c'est ça que la banque va regarder. Donc elle va regarder également la valeur du bien. Donc ici maintenant vous venez avec un bien sur le compromis il est marqué 200 000, mais la banque sait que dans ce quartier-là les biens ne se vendent pas à plus de 100 000 euros. Elle peut demander une expertise quand même de ton bien. Donc elle peut demander l'expertise du bien, voir si le bien vaut vraiment le prix. Parce que ici, pourquoi est-ce que la banque fait ça? Parce que le danger, c'est que ici, l'une des sûretés de la banque, en dehors de ton salaire, c'est le bien. Donc elle va mettre une hypothèque sur ton bien, c'est-à-dire que si jamais l'acquéreur ne remplit pas ses charges, elle veut pouvoir vendre le bien et récupérer son argent. Exactement. Maintenant, si le bien qu'elle achète ne vaut pas le prix de compromis, quelque part elle se retrouve flouée. Donc ici, elle va regarder la valeur du bien pour être sûre que le bien vaut bien la valeur qui est notée sur le compromis en fait. D'accord. Et donc ça c'est l'une des choses aussi que la banque va regarder. Ok. Donc c'est très très important. Et donc aussi maintenant par rapport, on parlait des travaux tout à l'heure,
on peut financer des travaux, mais maintenant, la banque va aussi regarder les travaux. Donc maintenant, t'achètes une... La banque a un regard sur tout dans les travaux. Mais c'est bienveillant donc c'est ça. Donc ici au niveau des travaux, donc on va regarder donc s'il y a un permis de bâtir et autres, donc on va libérer l'argent que si donc il y a donc ce fameux permis de bâtir. Donc les devis, donc elle va un peu regarder si ça correspond. Et si même la valeur des travaux. Donc moi j'ai déjà eu le cas, donc un monsieur qui a acheté, donc il voulait acheter, mais la banque lui a pas prêté l'argent, un bien qui valait, je pense, 100 000 €. J'étais dans la région de Charleroi. Il voulait faire des travaux de 250 000. La banque a dit des travaux plus chers que le bien. Non, ça passe pas. Et le monsieur comprenait pas. Il dit ouais, mais on a la carte. Il dit non, on va pas, on veut pas s'engager dans un truc parce que même avec les 250 000, ils étaient même pas sûrs que ça vaudrait la somme. Donc voilà. Donc c'est des choses aussi que la banque va regarder donc au niveau de la valeur des biens. D'accord. Et donc c'est tellement vaste, j'ai encore 1001 questions, mais on va se rapprocher vers la fin. On poursuit sur le chemin. Ici, donc on est sur le chemin. Donc ici, donc quand on a fait tout ça, donc la banque va nous demander donc de prendre certaines assurances. Il y a d'abord bien sûr une assurance habitation. Oui, l'assurance habitation. Incendie. Donc elle veut s'assurer que en cas de catastrophe, donc le bien sur lequel elle a une sûreté puisse être réparé et qu'il ne parte pas en feu et que la sûreté ne parte pas en feu. Bien sûr, Et puis une deuxième assurance qu'on va demander de prendre, c'est ce qu'on appelle l'assurance sol restendu. En fait, c'est quoi cette assurance? C'est une assurance décès. Donc la banque veut s'assurer que en cas donc de décès de l'un des emprunteurs, donc elle puisse être remboursée. Donc cette assurance sol restendu, si jamais il vous arrive quelque chose, va rembourser donc le crédit à la banque. Donc maintenant ici l'assurance sol restendu, vous n'êtes pas obligé de la prendre à ce qu'ils appellent à 100%. Ah, d'accord. Donc ici, souvent comment est-ce que les banques opèrent? Donc on regarde la personne qui a le plus gros salaire. En général, c'est sur lui qu'on met les 100%, et puis l'autre qui a le plus petit salaire. En général, il demande au minimum 50% en fait. 50%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si la personne sur qui on a mis 50% décède, en fait, donc le conjoint survivant devra payer encore la moitié du crédit. Oui. Maintenant, si la personne sur qui on a mis 100% décède, là, le crédit est entièrement payé. D'accord. Ok. Voilà. Et tout ça, alors qu'on puisse un petit peu restituer, à ce niveau-là, la banque n'a pas encore fait de transaction, enfin donné... Non, pas encore. En général, entre la signature du compromis et l'achat final, en général, on a 3-4 mois. Donc ça laisse en fait au notaire le temps de faire toutes les démarches qu'il a à faire. Vous-même, donc au niveau du crédit, il y a certaines formalités, notamment médicales, qu'il faut faire et autres. Donc voilà, donc ça vous laisse le temps de faire tout ça. Et en général, donc c'est au bout de 4 mois. Donc bon, parfois le délai peut être un peu plus court. Hein. Parfois le bien est disponible et donc la personne a la capacité. Donc le délai peut être un peu plus court. En général, on parle de 3 à 4 mois. Et puis au bout des 3-4 mois, donc l'argent est libéré. On y arrive ou pas à cette maison? Donc, ça y est. Donc ici, quand on a fait donc toutes ces démarches là, donc normalement quand des assurances sont en ordre, là donc on peut signer l'offre et donc normalement 4 mois après, donc ça dépend, donc c'est le notaire qui va fixer la date de l'acte avec le vendeur, où on accède enfin à l'achat de la maison. D'accord. Alors l'argent ici que vous recevez, l'argent, en fait, vous le recevez pas sur votre compte. Donc, en général, il est directement viré vers le compte du notaire. Et c'est le notaire qui va le virer vers le compte du vendeur, en fait. D'accord. Donc, en général, on va dire que votre dossier, donc à partir du moment de l'introduction jusqu'à l'achat, ça prend en général 3-4 mois. D'accord. Et ça, c'est quand il n'y a pas de souci. Parce que j'ai déjà eu des cas où il y a eu des soucis. Donc, j'ai eu, par exemple... Un exemple, une personne donc, qui avait acheté un bien où il y avait plusieurs propriétaires. Oui. Il y avait une personne qui s'est fait passer comme étant le seul propriétaire du bien. Du bien, oui. Bon, après recherche, on a vu que c'était faux. Il y avait 2 autres propriétaires qui n'étaient pas d'accord sur la vente du bien. Donc voilà, donc ça a capoté. Donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention aussi. Voilà. Donc quand quelqu'un vous dit qu'il est propriétaire du bien, donc s'assurer effectivement qu'il est bien le seul propriétaire du bien, parce qu'il y a des cas où
j'ai déjà vécu où effectivement c'était pas le cas. D'accord. Donc bien prendre finalement toutes les garanties avant de s'engager dans cette démarche d'acquisition finalement immobilière pour éviter de se retrouver. Voilà. Après, comme tu le disais, Angélique, il y a parfois des imprévus. Voilà. Bon, ils arrivent et on les surmonte, hein, comme tu l'as précisé. Mais c'est vrai que ça peut être bien de déjà, comme tu le disais avant, Olivier, d'avoir peut-être un expert ou quelqu'un du domaine, un professionnel ici, qui peut un peu nous guider. Moi, je conseille souvent donc aux candidats donc acquéreurs, c'est d'aller voir un notaire, parce que la première consultation est gratuite et souvent ils sont de très bons conseils. Très bons conseils, hein, et donc ils donnent vraiment tous les tips justement pour éviter de se faire avoir. Donc en général, vous allez voir le banquier donc par rapport à la capacité, mais le notaire donc justement pour vous donner les tips pour pas vous faire avoir justement donc que ce soit donc au niveau de la signature du compromis et les choses auxquelles il faut faire attention. Donc voilà, donc ça c'est toujours bien de faire aussi. Exactement. Et le notaire donne vraiment également des renseignements par rapport à la succession. Et dans notre cas de figure, on est une famille recomposée. On avait pas mal de questions à se poser par rapport aux différents enfants. Comment est-ce que ce serait par rapport à l'héritage. Et je trouve que ces informations-là sont importantes à savoir pour préparer au mieux pour la suite, pour qu'il y ait une certaine équité entre tous les enfants. Donc on se dit comment est-ce qu'on va répartir. Et donc les informations du notaire ont été vraiment très utiles pour pouvoir mieux réfléchir à tout cela. C'est comme tu disais, c'est un héritage. Donc c'est vrai que même cette partie succession est importante aussi. Exactement. Et ce que j'aime bien aussi en vous écoutant, c'est que quelque part vous êtes aussi équilibré, c'est-à-dire oui, c'est vrai qu'il y a la foi, il y a la prière, mais derrière, ça n'empêche pas qu'on aille voir un notaire, qu'on se renseigne, qu'on soit accompagné d'un professionnel pour éviter finalement après des désagréments, parce que c'est vrai que certains parfois se sont retrouvés, on va prier, on compte sur Dieu, c'est cette maison, c'est parti. Et puis après, il y a tout plein de cascades qui arrivent, des obstacles, des ceci, puis on est un peu perdu. Donc, il faut aussi ne pas négliger. C'est des cas, malheureusement, que j'ai connus, des personnes qui se sont engagées, entre guillemets, dans des achats par la foi. Et qui se sont retrouvées à devoir payer certaines sommes. Parce que, donc, il n'y avait pas... elles n'avaient pas encore eu l'accord de la banque, mais elles se disaient par la fois qu'il y aurait l'accord de la banque. Ça encore, on peut dire... oui, mais surtout, elles s'étaient engagées donc, dans des achats d'appartements pour lesquels elles n'avaient pas la capacité. On en revient finalement à la sagesse dans tout ça. Moi, ce que je vois en tout cas comme la sagesse, la discipline, discipline de l'épargne, parce que c'est pas qu'une question de j'ai la foi, oui, j'ai la foi, que je vais pouvoir, j'ai cette maison, parfois c'est j'ai pas l'apport, mais je sais pas pourquoi je sens que donc comme vous l'avez fait avec cette semence aussi, cette offrande sacrificielle qui quelque part vous a ouvert les portes, mais quelque part aussi vous êtes renseigné, on doit faire des travaux, on va se renseigner comment ça se passe, vous avez appris et aujourd'hui vous communiquez finalement ces petites clés que vous avez, pas ces petites, ces clés fondamentales, vous nous les communiquez. Oui, vraiment il y a votre petite checklist de ce que de ce qui est à vérifier. Quand vous vous lancez dans cette aventure, c'est vraiment une aventure aussi, mais c'est vraiment Dieu attend ça dans sa parole, il attend ça de nous et s'il l'a permis, s'il le dit, c'est qu'on peut le faire. Maintenant, on peut se préparer au mieux et surtout nous, on est dans un cadre, on rend grâce à Dieu. On a des accompagnements qui sont là. On a un nouveau programme. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé du nouveau programme. Pas encore, mais tu peux faire la promo. Voilà, je t'en prie. Nouveau programme sur 9 mois, c'est bien ça? Oui, c'est ça. 9 mois pour devenir propriétaire et c'est vraiment une grâce. On aurait voulu l'avoir, on ne l'a pas eu, mais ici, vous qui êtes ici, profitez et témoignez par la suite. Vraiment, c'est exactement. Comme l'a précisé Angélique, c'est donc une formation dispensée ici même à Impact Centre Chrétien Bruxelles, 9 mois pour devenir propriétaire. Et donc durant ces 9 mois, c'est un vrai coaching. Alors c'est un coaching qui est collectif, mais bien sûr il peut y avoir des questions individuelles auxquelles on peut répondre, qui vous permettent, en tout cas vous donnent les clés pour acquérir un bien immobilier. Alors on a envie de continuer et encore continuer. Moi j'ai plein de questions, donc mais on va faire une prochaine émission. Voilà, prochaine émission. Il y a beaucoup de choses. Exactement. Tout à fait, oui. Bon là on a vu en tout cas les grandes lignes et aussi votre témoignage qui était très très important au cours de cette émission. Merci Angélique. Merci à toi.
C'est un plaisir. Merci Olivier. Merci Sandrine. C'est un plaisir. On espère vous retrouver pour une prochaine émission. Et à vous, ceux et celles qui nous avaient suivis aujourd'hui, nous vous remercions et nous pensons sincèrement que cette émission vous a aidé et vous aidera dans l'acquisition de votre bien immobilier. N'hésitez pas à témoigner aussi à l'issue de cette émission, de ce que vous avez pu faire, entreprendre, acheter. N'hésitez pas à nous le partager. Ça nous fera un grand plaisir de lire vos témoignages. Sur ce, nous vous disons à bientôt dans Impact Finance et n'oubliez pas, Impact Finance, vivre l'abondance et la partager.